Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face d'André Berkov avec Christophe Héroche-Duval, conseiller d'État pour son livre « L'inflation normative » paru chez Plon. Bonjour Christophe Héroche-Duval. Bonjour. Alors voici ce qu'un certain président de la République disait en 1966. 1966, je répète évidemment, Georges Pompidou. Mais arrêtez donc d'emmerder les Français. Il y a trop de lois, trop de textes, trop de règlements dans ce pays. On en crève. Laissez-les vivre un peu et vous verrez que tout ira mieux. Foutez-leur la paix, il faut libérer ce pays. En 66, et que croyez-vous qu'il arriva? Eh bien, le tsunami des mots législatifs ont continué de déverser dans ce cher et doux pays. Et effectivement, Christophe Héroche-Duval, qui est chercheur et haut fonctionnaire, le raconte dans cette inflation normative, quand la France crève de trop de lois. Et justement, alors, Christophe Héroche-Duval, vous nous avez envoyé aujourd'hui, il y a un bilan qui vient de sortir. Aujourd'hui, le 7 mai. Vous avez énormément de chance. À mon avis, vous avez des tuyaux. Parce que c'est aujourd'hui qu'effectivement, qu'est sortie la statistique des normes, préparée par le secrétariat général du gouvernement. Alors, c'est un document qui souvent passe un peu inaperçu, sauf de la part des chercheurs, comme je le suis effectivement, des chercheurs, des hauts fonctionnaires, et qui donne, grâce à un logiciel, un algorithme qui a été monté en 2018, le nombre, alors, plein d'enseignements, le nombre de textes, le nombre de pages au JO, le nombre de mots, d'articles. Officiels venant de l'État, c'est Absolument. bien ça. Ce sont que les textes de l'État, c'est-à-dire ceux qui paraissent au journal officiel, les lois, les ordonnances, les décrets, pardon un peu de cette technicité. Non, mais il faut le dire. Et en vérité, dans cette statistique, il y en a une qui m'a, comme chercheur, absolument très intéressé, c'est le volume des mots. Alors pourquoi je dis ça? Voilà. Normalement, je pourrais vous montrer, vous vous appelez André et pas Thomas, mais regardez, vous pourriez presque toucher le code rural de 1961 ou 62. Là, vous étiez né, et moi aussi d'ailleurs. C'est celui qu'appliquaient nos agriculteurs il y a de ça, 40 ans. Le code rural, code forestier. Voilà, donc code rural, code forestier. Exactement, donc, 1961. Voilà, 1965, pardon. Il est marqué 1965. Voilà. Voilà, vous pouvez le toucher si donc, vous voulez, comme Thomas. Et voilà celui aujourd'hui que sont obligés d'appliquer et de connaître les agriculteurs. Évidemment, vous avez vu la différence. Voilà, on le voit peut-être. Mettez-le ensemble. Pour ceux qui sont effectivement en même temps à la. Le premier, en 65, c'est celui-là. On va montrer le 65. Le petit. Voilà, les petits. Et l'enflé, ou l'enflure. Bon, voilà. Alors évidemment, bien sûr, ça c'est anecdotique et c'est pas scientifique. C'est pour ça que ma méthode a consisté, après étude de toutes les statistiques du gouvernement, des différents autres chercheurs, je suis arrivé à un critère qui est celui du volume des mots Légifrance. Parce que vous écrivez, vous êtes un écrivain, un journaliste, vous savez qu'on peut traduire un article de presse ou un roman en nombre de signes. Ça, c'est pas pertinent. Mais en nombre de mots. Bien sûr. Et alors, c'est là où on en arrive. Au 25 janvier 2024, le bilan de Légifrance, les mots donc de l'État, etc., parus journal officiel, sont de 46 495 144 mots. C'est incroyable. Christophe Héroche-Duval. C'est-à-dire donc près de 46 000, pas loin, 46 millions et demi. 46 millions et demi de mots. Alors, c'est aujourd'hui qu'est franchi quelque chose que j'avais annoncé dans le livre, à la fin de mon ouvrage. Je disais, je prédis que quand les chiffres 2024 vont sortir, nous ferons au moins 46 millions, c'est dépassé, et nous dépasserons, pour la première fois, le doublement du nombre de mots, du volume de notre droit depuis 2022. Voilà. Et depuis 2002. Le droit administratif, on peut dire, c'est ça. C'est le droit. Ah non, c'est tout le droit. Ah oui, c'est le droit. C'est tous les codes, tous les textes de loi, d'ordonnance non codifiés, c'est tout le droit. Et ça comprend bien sûr le code rural des pêches. Ça veut dire qu'on a fait plus 104% depuis 2002. Voilà. La courbe ne freine pas et ne se ralentit pas, même si aujourd'hui, bien sûr, il y a peut-être un peu moins de textes parce que le gouvernement a des difficultés de réunir une majorité. Alors, je voudrais revenir à la base, justement, parce que beaucoup de choses, on voit bien, on a reçu beaucoup d'agriculteurs quand il y a eu, vous savez, récemment, et même, et ils disent, on crève sous les normes. C'est ça. Et alors, comment on peut définir, c'est quoi les normes? Comment définiriez-vous les normes? D'abord, les normes. C'est quoi une norme? Alors, je vais revenir un instant. Le volume, ça dit rien en français. C'est ça le problème. Alors moi, j'ai trouvé un autre agrégat. Je transforme tout ça en heures de lecture. Je dis aujourd'hui, il faudrait 2583 heures de lecture
pour lire tout le droit. Or, nul n'est censé ignorer la loi. Oui. C'est ce qui se passe pour les agriculteurs. Nul n'est censé ignorer la loi. Par exemple, pour tailler une haie, tout simplement, une haie agricole, il y a au moins 10 régimes d'autorisation différents, ou déclarations administratives préalables différents auprès de... Pour tailler une haie. Pour tailler une haie, auprès d'administrations qui peuvent être différentes. Ouais. Alors, le génie, c'est que une loi de simplification va dire qu'on va créer un guichet unique. On crée un guichet unique, mais on ne supprime pas 9 des déclarations sur les 10. Ah, c'est ça. C'est ça le problème. Ouais, c'est l'empilement. Il y a un guichet unique, mais c'est la strate, c'est le sandwich. Exactement. Et c'est ça qu'on constate, c'est-à-dire que quinquennat, septennat après quinquennat ou septennat après septennat, en fait, on rajoute à chaque fois une couche et on ne diminue pas la précédente. Ouais. Pourquoi ? Parce que les chiffres que je vous donne, c'est un peu technique, mais c'est en volume de mots consolidés. C'est-à-dire, c'est le mot en vigueur. C'est le droit en vigueur. Bien sûr. Et malheureusement, ce n'est qu'une toute petite partie du droit. Parce que, comme je l'explique aussi dans mes différentes études, je dessine ça sous forme d'un iceberg. Alors, peut-être que les auditeurs ne verront pas tous, mais vous voyez, c'est parlant, l'iceberg. Il y a une partie émergée, c'est celle que je viens de vous annoncer. C'est les 46,5 millions de mots. Mais en même temps, il y a la partie émergée. Et il y a la partie, il y a la partie en dessous. C'est quoi la partie en dessous ? C'est les normes des collectivités territoriales. Oui. De monsieur le maire, de monsieur le président de la région, du département. C'est les normes des autorités de régulation. Vous êtes bien au courant, bien sûr, de ces autorités de régulation, celle par exemple de l'audiovisuel, etc., etc., etc. Et tout ça est en dessous, et on ne connaît pas le nombre. Et les normes internationales également. 46 millions et demi de mots. Absolument. Les normes internationales ne sont pas aujourd'hui chiffrées. On ne sait pas combien il y a de normes internationales qui s'appliquent dans notre pays. Est-ce qu'on connaît les normes européennes, puisque Europe il y a ? Alors, les normes européennes, effectivement, c'est un sujet, mais comme elles sont fondues dans les normes nationales, on va dire que les normes nationales sont conformes aux normes européennes, il n'y a pas à les rajouter. D'accord. Mais, ceci dit, les normes européennes, vous avez tout à fait raison, on est frappé d'une chose, c'est-à-dire, j'ai un droit de réserve, je ne prends pas parti, bien sûr, à propos des élections européennes, j'ai un constat de chercheur. Personne n'a évoqué, d'aucun camp, personne n'a évoqué le problématique de l'inflation normative européenne. Hein, vous êtes d'accord avec moi ? Tout à fait. Or, pourtant, c'est une Personne n'en parle, alors qu'il y a cette tsunami, cette espèce de blob et de monstre. Mais je voudrais revenir, la norme. Alors, il y a une définition juridique, elle est un peu complexe, c'est de dire que c'est une norme, c'est toute règle juridique à caractère général et contraignant. C'est dans le « et contraignant » qui est toute et la nuance. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est pas une recommandation, c'est pas un avis, c'est pas une bonne pratique. C'est exécutoire. Et vous savez par combien d'incriminations pénales c'est exécuté en France ? On ne le sait pas, parce qu'effectivement, en fait, on a conscience que du petit code pénal, rédigé d'abord par Napoléon, puis réécrit par Badinter, et qui fait environ 2000 articles. Mais c'est pas la vérité. Il y a une base informatique qui sert aujourd'hui aux policiers et aux magistrats, parce qu'il y a tellement d'incriminations pénales que sans l'informatique, ils ne peuvent pas s'en sortir. Oui, c'est déjà l'intelligence artificielle qui les aide. Eh bien, j'ai décompté, il y a 16 374 incriminations pénales en France. Par an. Surtout. Non, au total. Un stock. Au total. Voilà. Ah oui, 16 000 incriminations, règlement contraignant. Donc, on peut vous obliger, bien sûr, à respecter les normes par l'intermédiaire soit d'une incrimination pénale, parmi l'une de ces 16 374, et aussi parce qu'il y a tout le volume non chiffré, et que je ne peux pas arriver à chiffrer en tant que chercheur, des sanctions administratives. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une sanction administrative ? Ce n'est pas une sanction pénale, mais c'est par exemple le retrait de points. Vous le connaissez, le retrait de points, malheureusement. Nous l'avons tous un peu vécu. C'est un régime de sanctions administratives. Et il est très efficace. Tous les ans, il y a environ 15 millions de points qui sont retirés aux automobilistes. Ils ne le savent pas, c'est une sanction d'une norme du code de la route. Très intéressant. Alors justement, donc il y a ces normes-là, ce sont des normes contraignantes, je le rappelle, vous le rappelez. Et ce qui est incroyable, c'est que quand vous allez un peu partout, vous interrogez les Français, vous interrogez effectivement les gens, que ce soit dans les bistrots, que ce soit dans les champs, que ce soit dans les villages, etc. Ils disent on crève sous les normes, on crève sous la paperasse. Alors ils appellent ça la paperasse. La paperasse, effectivement. Et qu'est-ce qui fait que au fond, tout le monde dit il faut simplifier, vous savez, on parle beaucoup de simplification, entre guillemets, mais qu'au fond, jamais il n'y a une véritable simplification. Comment vous expliquez ça, vous le chercheur, l'homme de l'art, comme on dit ? Eh bien, c'est un triste échec, effectivement, de l'État et de la confiance publique. Parce qu'effectivement, quand Gabriel Attal a fait son discours de politique générale où il a annoncé à nouveau une simplification, il n'est jamais que le énième Premier ministre qui l'annonce.
Vous prenez le discours de politique générale de Jacques Chirac, 1974, c'est presque les mêmes mots. Ouais. Il y a donc une sorte d'impuissance du politique à mettre au pas, j'allais dire, peut-être aussi la machine bureaucratique. Et en vérité, à la fois, il donne des instructions de simplifier, mais comme par ailleurs, il laisse filer la complexification, eh bien, à la fin, ce sont deux lapins qui se courent l'un derrière l'autre et aucun ne se rattrape. Mais la complexification gagne. Et la complexification, au final, gagne. On va en parler tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet, on y est déjà, avec Christophe et Eoge Duval, après cette petite pause. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Et un livre à lire, et nous sommes avec l'auteur Christophe et Eoge Duval, l'inflation normative, et surtout retenez cela. Et vraiment lisez-le, parce que vous verrez à quel point, et on se dit, on parle très peu de cela, à quel point on est écrasé par les normes. D'ailleurs, vous le dites, c'est le sous-titre « Quand la France crève de trop de lois ». Et justement, ce qui est étonnant, et essayons d'entrer et avoir des exemples un peu, Christophe et Eoge Duval, vous en parlez beaucoup dans votre livre, dans divers domaines d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, si je veux entreprendre, si je veux changer mon petit bout de terrain, si je veux faire telle ou telle chose, si je veux agrandir, attention, si je veux, effectivement, je ne parle même pas de la transition énergétique sur les appartements, etc. Enfin, dans tous les domaines, qu'ils soient environnementaux, géographiques, automobiles et autres, touristes et autres. Tout de suite, si je vais comme c'est bouger, alors avant on disait, vous savez, si vous voulez régler un problème, vous faites une commission, on n'en parle plus. Aujourd'hui, avant de pouvoir bouger un petit doigt, il faut que je regarde l'extraordinaire et pyramide des normes qui gèrent ce pays. Effectivement, c'est une vraie... Alors, c'est une inflation qui n'a pas toujours existé, en tout cas au point où nous en sommes aujourd'hui. Il faut être quand même franc. Quand on est chercheur, on regarde l'histoire. Malheureusement, je ne cherche pas à aller remonter au-delà de 1958 parce que ça n'a pas de sens. C'est la Ve République qui est notre référence. Voilà. Bien sûr. Et on voit, alors peut-être que les auditeurs qui sont sur YouTube verront, ce graphique rapide, c'est l'évolution par le critère du journal officiel. Et on voit que de Gaulle... Parce que tout passe par le journal officiel quand c'est une norme. Tout passe par le journal officiel. De Gaulle jusqu'à Giscard d'Estaing, jusqu'à 1981, on n'a vécu une petite côte, voilà. Plus 29% d'inflation normative. C'est pour ça que quand Pompidou dit, en 66... de quoi on crève, etc. Mais de quoi il se plaignait, là? Il avait 11 000 pas le journal officiel. On en a 27 000 maintenant. Alors voilà, de quoi il se plaignait. Et le démarrage, effectivement, c'est à partir de 1981, et plus encore à partir de 2002. Alors pourquoi à partir de 2002? J'explique ça dans mon livre. Et vraiment, les chiffres le montrent et le prouvent. Oui, alors 80 d'abord et 2002 voilà, ensuite. Exactement. Oui. Deux codes différentes. Une code vraiment accélérée à partir de 2002. Et pourquoi? Pour une raison institutionnelle. Vous savez, je fais appel dans mon livre à deux grands penseurs qui me sont très proches par la pensée, Montesquieu d'une part et Tocqueville d'autre part. Et Montesquieu disait que tout pouvoir doit trouver une limite à son pouvoir. Il a institué la théorie, il a institué la théorie de la séparation des pouvoirs. Or, aujourd'hui, quelque part, cette séparation des pouvoirs, depuis la réforme de 2000 de la Constitution, oui. Eh bien, je dirais qu'elle ne fait plus trouver de limite au pouvoir normatif. D'abord, tout pouvoir aime créer des normes. Ça ne peut pas en être autrement. C'est humain, et c'est décrit par Montesquieu. Voilà, ça date de 1748. Et Thucydide déjà il y a des milliers d'années, et tout remontant encore avant. Mais en tout cas, Montesquieu, dans l'esprit des lois, l'a bien explicité. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe en 2000 ? On crée l'emboîtement entre la majorité présidentielle et la majorité législative. Et à chaque et en plus l'inversion des élections. Qui se suivent. Autrement dit, une majorité présidentielle trouve une majorité législative non plus séparée mais emboîtée qui lui vote tout ce que la majorité présidentielle lui demande. Donc le pouvoir législatif est soumis au pouvoir exécutif. C'est ce que j'appelle dans mon livre le pouvoir exécutif trait d'union législatif. Normalement,
du point de vue français, de la Révolution française et de Montesquieu, ça ne devrait pas exister. C'est une contradiction dans les termes, C'est une contradiction. Et donc, le Parlement n'est plus un frein à la production ou à la volonté de demande de production normative. Tout à fait. Ajoutez à cela le fait que la Constitution de 58 est une Rolls-Royce avec des tas de gadgets et d'options extraordinaires. Je donne un chiffre. Normalement, le débat parlementaire doit suivre un certain délai. Sauf si le gouvernement décide de ce qu'on appelle la procédure accélérée. Dans l'esprit du général de Gaulle, puis de la réforme de 2008, c'était parce qu'il y avait vraiment un motif type Covid ou type crise sociale. Il faut aller un peu plus vite. Voilà. Enfin. Qu'est-ce que fait la procédure accélérée? C'est diviser par 2 le temps parlementaire. Si vous divisez par 2 le temps parlementaire, vous multipliez par 2 le temps de production normative. C'est une question de flux. Vous ouvrez les robinets, il n'y a pas de réducteur de pression. Eh bien, depuis 2002, 51% des lois sont adoptées en procédure accélérée. Et pour quelle raison? Donc on cadence par 2. Parce que c'est par quel tel est mon bon plaisir, dit l'exécutif. Alors ça, je laisse chacun l'appréciation, évidemment, voilà. Non, mais c'était donc 51% des lois 51% des lois adoptées par voie de procédure accélérée. Voilà. Et vous en parlez aux députés, aux sénateurs, ils le reconnaissent eux-mêmes. C'est une vraie problématique. Mais on ne sait plus freiner quelque part la boulimie. Et c'est une marche en avant qu'on ne sait pas arrêter. Et pourtant, il faut que les concitoyens, nos concitoyens, reprennent la maîtrise de la production normative, puisqu'elle est faite en leur nom. Oui, sauf que ça, vous dites que les citoyens reprennent le pouvoir. Mitterrand disait, je prends pour le pouvoir pour vous le rendre. Hein. C'était toujours, c'est le grand mantra, c'est la grande antienne. Mais alors, pour revenir à cela, donc cette espèce d'inflation normative, comment peut-on, en tout cas, je ne dirais pas l'arrêter, ce serait un grand mot, ce serait un peu, mais enfin, essayer de la ralentir, parce que comme vous dites vous-même, en fait, ça a été une augmentation exponentielle. C'est ça, c'est une... Aujourd'hui, oui, c'est exponentiel. Il n'y a aucune raison que dans 2-3 ans, on n'ait pas 50 millions de mots, dans 5 ans, on en ait 100 millions, voilà. Il faut mettre un stop. Mais pour mettre ce stop, il faut une prise de conscience. Et c'est là où, effectivement, mon livre est utile, je pense, peut-être au débat public, c'est qu'aujourd'hui, bien sûr, les spécialistes savent ce problème, mais ça n'est pas sur la place publique. Tout à fait. Nos concitoyens en ont une impression subliminale, mais ne la matérialisent pas. Vous savez, chacun des mouvements qui ont eu lieu récemment... Mais ils le sentent, hein, les mécontentements... Voilà. Absolument, ouais. c'est le flair. Les gilets jaunes, les bonnets rouges, les pigeons, etc., sont des mouvements qui sont nés à chaque fois de la découverte d'une norme qui leur est tombée dessus. Elle n'était pas prévenue, elle a mal été évaluée et elle était mal représentative. Voilà. Et donc cette irritation du corps social est très largement liée aussi à l'inflation normative. C'est un thermomètre de notre démocratie méconnu. Il faut donc d'abord qu'on connaisse ce thermomètre. J'ai une suggestion dans mon livre, elle fait peut-être un peu rigoler, je n'en sais rien. Je dis, après tout, on nous fait bien pour les aliments un Nutri-Score. Oui. Ouais, avec le rouge et le vert. Oui. Eh bien, faisons pour chaque norme qui sort un norma-score. Qu'on voit réellement les normes vertueuses qui en ont supprimé réellement 2 ou 3, et au contraire, mettons un rouge à celles qui n'ont fait qu'enfler complètement encore le nombre de codes et l'épaisseur du code rural pour nos agriculteurs. Voilà. C'est un exemple parmi d'autres, mais évidemment. Mais ce serait encore consultatif et non exécutoire, comme vous le savez. C'est vrai. Mais c'est déjà faire une avancée. Mais je voudrais revenir à ça. Il n'y a pas, à votre connaissance, est-ce qu'il y a eu des hommes politiques, qui soient d'ailleurs du législatif ou de l'exécutif, qui ont dit, qui ont essayé, non pas de le dire, parce que ça tout le monde le dit, encore une fois la simplification, on en a parlé, qui ont essayé de faire aboutir un projet de loi qui consisterait à justement commencer à limiter les dégâts. Alors, vous parlez d'un projet de loi, il y en a un bientôt au Parlement, projet de loi de simplification. C'est selon mon décompte la 38e loi depuis 1969 dite de simplification. Voilà. 38e loi depuis 1969. Depuis 1969. Le premier à avoir fait une loi de simplification, c'est Georges Pompidou. Vous voyez, loi 1969, loi de simplification. Ça ne suffit pas. Voilà. Il y a un problème de confiance publique, effectivement, c'est qu'à force de le répéter, on n'y croit plus. Vous prenez des discours parfaitement excellents, vous prenez celui de Jacques Chirac en 1974, en 1995, devant le Congrès. C'est lui le premier qui emploie l'expression inflation normative. Elle est de lui.
Vous prenez le discours d'Emmanuel Macron aujourd'hui, qui a été fait en 2017 devant le Congrès aussi. Je le cite après mémoire. Cette maladie, nous la connaissons, l'inflation normative. J'y ai contribué d'ailleurs moi-même quelque peu. Il parle à la façon de Jean de La Fontaine, la peste. Oui. Et il annonce bien sûr qu'on va essayer de faire quelque chose. Le choc de simplification, c'est François Hollande, 2013. Ça a fait un succès fou, un tabac démentiel. Ça a été cité, repris je ne sais pas combien de fois, mais ça n'aboutit pas. C'est la volonté politique soutenue par l'aiguillon des citoyens qui peut peut-être faire bouger les choses. Et aussi des entreprises. Eh bien, écoutez, on va continuer d'en parler après cette petite pause. C'est vraiment un problème capital. C'est pour ça que je vous recommande le livre de Christophe Herge-Duval, L'inflation normative. Et vous avez la parole sur Sud Radio pour réagir au 0826 300 300. On attend vos appels. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Christophe Herge-Duval, l'inflation normative, quand la France crève de trop de lois. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas une fabrique extraordinaire à faire des normes, même si ça passe par le journal officiel, évidemment, et d'abord. Mais enfin, ce millefeuille français, municipalité, agglomération, communauté de communes, ville, département, région, etc. Est-ce que chacune, d'une manière ou d'une autre, à l'insu de son plein gré, comme on dit, ne fabrique-t-elle pas ces normes ? Et ça arrive à la haie, vous parlez de la haie, ça arrive aux champs, ça arrive à la rivière, ça arrive à tout. C'est tout à fait vrai. Et en plus, je dirais qu'on a deux catégories de concitoyens. Les entreprises, artisans, commerçants, etc., vont être beaucoup plus sensibles aux normes dites nationales. Voilà, elles vont être vraiment prégnantes pour eux. Mais finalement, monsieur, madame, tout le monde, c'est souvent la norme créée par le conseil municipal. Sur son permis de construire, sur sa possibilité de se construire un cabanon. C'est vraiment les normes de terrain et de subsidiarité qui le concernent plus et qui l'aperçoit. Or, effectivement, comme vous le dites, on est un vrai millefeuille. C'est encore une exception française. Ouais. D'aucuns arrivent à s'attaquer. Alors, bien sûr, Hollande a créé la région, les a rassemblées, on l'a fait plus nombreuses. Bon, on essaie de pousser à l'intercommunalité, mais on cherche pas à supprimer. C'est ça. Or, chacune d'entre elles est productrice de normes. Encore une fois, on en revient à Montesquieu. C'est une tentation du pouvoir. Ces normes se coordonnent très mal entre elles, en plus. Et puis aussi, ce millefeuille est budgétivore, parce que on a tous été vus dans nos campagnes qu'il y a l'hôtel de ville de notre commune, et puis on a vu la construction, comme un champignon, de l'hôtel d'intercommunalité qu'il a fallu doublonner, avec évidemment un nouveau recrutement de fonctionnaires et d'agents publics, tout à fait sympathique. Et voilà, je suis moi-même un fonctionnaire, donc je suis tout à fait respectueux des fonctionnaires, mais c'est un millefeuille. D'ailleurs, il y a un lien indéniable, selon moi, et c'est un de mes chapitres dans mon livre, entre l'inflation normative et l'inflation des prélèvements obligatoires. Ah oui. Voilà. Je pense que les deux courbes. Un peu précisé. Voilà. Oui. Les deux courbes, de toute façon, sont toutes les deux ascendantes. Ah oui. Prélèvement obligatoire, inflation normative. Voilà. Oui. Aujourd'hui, vous savez qu'on est j'ai pas le chiffre en tête exact, mais c'est entre 45 et 46% oui, on n'est pas de loin prélèvements obligatoires. On n'est pas loin. On est parti du général de Gaulle avec 31%. Et encore une fois, ce que disait ce que dit Pompidou et De Gaulle. Giscard a plus de 45%, on est dans le socialisme. Voilà. Et alors, c'est la poule et l'œuf, c'est-à-dire que l'inflation des normes engendre des coûts. Il faut augmenter le nombre de fonctionnaires qui, évidemment, vont être chargés de les contrôler, les appliquer, etc. Donc, il y a une sorte de poule et l'œuf. Et tout ça n'est pas fait pour ralentir le prélèvement obligatoire, parce qu'il faut bien appliquer ces normes, les surveiller, les mettre en vigueur, etc. Et elles vont coûter aux entreprises. Voilà. C'est ça. Parce qu'il y a quelque chose, un phénomène qui n'est mal souvent compris de nos concitoyens. Ils sont enquiquinés par les normes qui leur sont vraiment les plus visuelles, les normes de la mairie, les normes peut-être du département, de la région, je n'en sais rien. Ils aperçoivent moins l'impact des normes nationales. Pourquoi ? Parce qu'elles s'incorporent dans le prix de revient des produits qu'ils achètent comme consommateurs. S'il y en a un qui ne peut pas faire autrement que de se mettre aux normes, c'est l'entreprise ou le commerçant. Donc, il répercute ça sur les prix. Évidemment, vous imaginez pas qu'il le prend de sa poche. Donc, il incorpore l'augmentation du coût des normes
dans le prix de revient, et évidemment, ça peut avoir un effet inflationniste, ça peut avoir un effet aussi concurrentiel. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est bien, c'est gentil, tant que les concurrents n'ont pas les mêmes normes. Ils ne sont pas atteints aux mêmes normes. C'est aussi un élément de la compétitivité française. C'est tout le problème des agriculteurs par rapport aux pays voisins, etc., etc. Enfin, on peut en parler. Évidemment, quand les fraises de Bretagne sont à 12 € alors que les fraises d'Espagne sont à 4, allez chercher derrière. Ce sont des normes sociales, de fiscalité, environnementale, foncière, etc., qui, additionnant, donnent des centimes additionnels en plus ou en moins. C'est tout à fait parlant, non seulement c'est tout à fait parlant, mais c'est un vrai problème qui se passe là. C'est un vrai problème, et alors je vais en profiter pour interpeller en quelque sorte, grâce à nos auditeurs de Sud Radio, j'ai constaté par mon livre et par mes recherches que jamais la Cour des comptes française n'a été saisie du problème de chiffrer le coût des normes. Voilà que... Jamais. Alors que François Hollande a créé le choc de simplification qui a fait Flores, il était de la Cour des comptes. Oui. Il aurait pu demander à la Cour des comptes de faire des études. Il n'y a pas d'études aujourd'hui. Tout projet de loi qui sort est muni d'une étude d'impact qui est faite par les fonctionnaires qui sont les auteurs de la loi. Oui. Et donc, leur seul instrument technocratique qui existe, c'est la louche. Ah oui. Voilà, je n'ai pas apporté, mais enfin, vous voyez tout ce que c'est qu'une louche. C'est-à-dire, ils évaluent à la louche, comme on dit, ce que pourrait être le coût d'une norme. Ce mélange extraordinaire je dirais pas d'impréparation ou d'amateurisme, je sais pas comment on l'appelait, mais quand même, c'est comme vous dites à la louche, ça veut dire parce que après moi je paye, enfin moi le citoyen. Alors quand je vous dis à la louche, c'est peut être polémique, mais en réalité il y a un rapport du Conseil économique et environnemental, social et environnemental de 2019 qui a fait toute une étude sur les études d'impact préalables aux lois et qui a démontré que souvent, malheureusement, elles sont totalement approximatives et décevantes pour la réalisation future. C'est-à-dire qu'effectivement, les entreprises ont raison de dire on nous impose des normes sans calculer préalablement ce qu'elles coûteront et le bilan n'est pas fait. Ouais. Je crois que nous avons des auditeurs. Oui, beaucoup de gens appellent et on va commencer avec Philippe de Nice qui nous a appelé au 0826 300 300. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Monsieur Berkoff et bonjour Monsieur Eoche Duval. Bonjour Philippe. Écoutez, moi j'ai une anecdote mais qui est trop rigolote. Parce que je fais de la moto malgré mes 74 ans. Et j'habite Nice et donc en tant que compatriotes qui sont fonctionnés et qui font partie des faibles, alors que les forts ne payent rien. Bon, enfin bref, j'ai fait mon contrôle technique de ma moto et au moment de la mettre sur le pont, le mécanicien assermenté, entre guillemets, a pris sa lampe de poche et puis il a regardé la roue arrière, il a dit « Oh, il y a des garnitures de frein là qui sont usées, hein, il faut vite les faire réparer. » Alors, bon, je le règle, je m'en vais, je vais chez mon réparateur, il me dit « Bah, ils sont neufs. » Elles sont neuves, ils ont les garnitures. Je vous jure, mais puis, voilà, je trouve ça tellement stupide ce contrôle technique, c'est que le pare-choc avec un 2 roues, c'est notre corps, donc on confie notre vie. Et c'est ça que je comprends pas, c'est cette absurdité de cette paperasse européenne. Oui. Voilà. Non, mais c'est une bonne anecdote, Philippe. Je crois que nous avons Marie. Sans besoin de cacahuètes, comme vous dites. Voilà. Merci beaucoup. Merci Philippe de Nice. Et on va à Bergerac désormais avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour André, bonjour votre invité. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, je voulais vous dire que je suis un peu énervée là. En effet, le peuple aujourd'hui, entre parenthèses, indépendant, n'existe plus. Votre invité ne mentionne pas les traités de Maastricht et les traités de Lisbonne. Oui, vous dites que ça introduit d'autres normes, ça, au niveau... On va en parler, vous avez raison. On peut pas tout dire. Ouais, mais c'est vrai, vous avez raison, madame. On peut pas tout dire, mais elle a raison, Marie. Oui. Parce que effectivement, ça introduit une sacrée tsunami de normes, quand même. Hein. Oui. Il faut les chiffrer. Marie, allez-y. Vous avez les chiffres? J'ai le chiffre du nombre de règlements et de directives. Alors, allez-y. Alors, depuis 1990, il y a eu 10 474 lois de nature législative européenne, alors faites à Bruxelles. Faites à Bruxelles. C'est une moyenne de 317 règlements ou directives par an. Voilà. Pas mal. Alors, madame a raison, effectivement.
Pourquoi ce qui se passe, c'est que c'est par des référendums, voilà, peu importe le résultat, mais oui, c'est par des référendums. On a vu les résultats. Non, mais tout à fait. Enfin, c'est par des référendums ou par des lois ratifiées par le Parlement, donc sans consultation du peuple, la plupart du temps, que les textes de l'Union européenne ont obligé et obligent la transposition d'un flot de normes communautaires. Et donc, nous n'en pouvons si je puis dire. Et effectivement, ça s'impose. Voilà, ça s'impose. Et ça s'incorpore dans notre droit national, si fait qu'on le voit plus. C'est-à-dire qu'en fait, on dit normes nationales, ce qui sont en grosse partie aussi des normes européennes. À 80%, disait Jacques Delors, personne n'a jamais pu ni prouver qu'il avait raison, ni contredire qu'il avait raison. Et je pense qu'il a raison, effectivement. Mais ces normes sont incorporées. Les normes européennes les normes nationales sont à 80% d'origine européenne. Ou conformes à un règlement, ou conformes à une directive communautaire. Comme je l'ai dit, 10 477 actes législatifs européens se sont incorporés depuis 1990. Mais ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Alors, j'écoute la dame, bien sûr, elle a raison, mais il y a aussi quelque chose... Malheureusement, ces textes, il faudrait les réviser. Si on les révise pas, ça s'impose à nous. En revanche, il y a une chose qui n'est pas naturelle en soi. C'est que le Parlement, 41% des lois chaque année... Parlement français, vous parlez. Parlement français, sont des lois de ratification volontaire de traités ou d'accords internationaux non européens. Donc, on se rajoute une couche... Ah oui. Après la couche imposée. Mais même l'international. Voilà. On a la couche européenne qui s'impose à nous parce qu'on a ratifié des traités. Bon, point final. Voilà, je dis pas point final, mais en tout cas c'est comme ça. Mais en revanche, que chaque année, on se rajoute la couche volontaire, consciente et conscientisée de voter que 41% des lois sont des ratifications de normes internationales, qui peut-être sont des normes qui concernent madame ou qui concernent monsieur sur les contrôles techniques, je n'en sais rien, les motos. Voilà. Ça se rajoute au précédent. Marie, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, je vous remercie pour votre émission. Merci Marie. Merci madame. Nous avons, je crois... Nous allons dans le Calvados avec Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour André, bonjour à votre invité. Alors là, écoutez, je vais manger mon chapeau. Moi, ce que je veux, c'est du Caton et du Zola. Oui. Alors, parce que là, on en crève. Moi, je vais être en désaccord avec votre invité, mais je lui poserai une question. Moi, je propose une suppression. De l'ENA, ça a été fait, mais Sciences Po et consorts. La fabrique des petits hommes gris, comme dit Charles Gave, là, il faut arrêter, parce que là, on n'en peut plus. On en crève. À des promotions... dans les écoles, l'administration supérieure, etc. Alors moi j'ai une question pour votre invité. Allez-y. Que pensez-vous mettre des objectifs avec des objectifs de résultats pour les administratifs, pour les hauts fonctionnaires. Un fonctionnaire qui n'est pas rentable. Évaluation. Une évaluation, on s'en sépare. Et puis c'est tout. Et moi, je vais vous raconter quelque chose, André, mais brièvement. Moi, j'ai travaillé dans le domaine de la machine agroalimentaire. On avait donc des machines qui étaient labellisées GS, une norme allemande, l'équivalent des APAV. Eh bien, vous prenez cette machine qui franchit la frontière française, elle n'est plus aux normes françaises. Donc, c'est complètement contradictoire. On empêche les industriels de travailler correctement, alors qu'on est dans un pays européen, avec des normes européennes, vous franchissez la frontière française, les normes électriques, la machine n'est plus conforme. Alors, faut arrêter. On n'a pas besoin on n'a plus besoin de ces fonctionnaires. Merci Philippe. Plus besoin de fonctionnaires. Plus besoin de fonctionnaires, il en faudra toujours. Mais monsieur a raison sur un point. Aujourd'hui, il n'y a pas finalement de notation de notre législateur avec un grand L. Il n'y a pas de notation des normes qu'on nous fait en notre nom, pourtant. Notation, vous voulez dire quoi, notation, c'est-à-dire, il n'y a pas de surveillance. Ah oui, c'est ça. Et il n'y a pas de repérage de ce qui est vertueux et de ce qui n'est pas vertueux. Quand je propose le Normascore, on peut peut-être en rigoler, mais c'est une façon de dire carton rouge ou carton vert, ou carton jaune. Aujourd'hui, on ne distribue pas. Personne ne note quoi que ce soit, ou n'évalue quoi que ce soit de ce point de vue-là. Et ça, c'est peut-être un appel que je lance aux organisations
professionnels qui en ont les moyens, peut-être de mieux surveiller les normes en notre nom. Alors, les branches professionnelles, du bâtiment, de l'agriculture, etc., des loisirs, de nous surveiller les normes et de nous faire des indices de satisfaction, ainsi que des indices... Voilà, ça me paraît tout à fait pratiquement et pragmatiquement c'est une idée, intéressant. mais ça sera un aiguillon, peut-être, à réfléchir. Et puis, bien sûr, monsieur a raison, le problème principal, c'est un problème institutionnel. C'est ce que je disais. Quand le pouvoir, à la manière de Montesquieu, de Tocqueville, aujourd'hui, il reviendrait, ils prennent un ABC tout de suite. Ça veut dire qu'il n'y a plus de contre-pouvoir, c'est ça le problème. C'est le problème de la séparation des pouvoirs, des pouvoirs équilibrés, des pouvoirs qui s'équilibrent les uns les autres. Ça n'est plus le cas aujourd'hui entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, et c'est ce qui produit de la norme à gogo depuis 2002 au moins. Et disons-le, cette norme est anormale, disons-le. On se retrouve tout de suite et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. Vous avez la parole sur Sud Radio, 0826 800 300. 303. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous êtes bien sur Sud Radio dans Berkov dans tous ses états, le face-à-face, et vous avez la parole au 0826 300 300. Et on accueille tout de suite Guy de Paris. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Sud Radio, bonjour à votre invité, monsieur Loïc de Duval. Vous avez dit tout à l'heure que ces normes enclenchées du consumérisme, du gâchis, c'est tout à fait vrai. On parlait de la moto. Un casque ne peut pas durer plus de 5 ans. Au bout de 5 ans, quel que soit son état, quoi qu'il ait subi, il doit être détruit. Il ne peut plus servir. Il n'est plus sous caution des assurances. D'accord. Ah, c'est obligatoire. Un casque doit être remplacé au bout de 5 ans, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. Il n'est plus. Voilà. Si vous avez un accident, que le casque n'a pas résisté, qu'il a plus de 5 ans, l'assurance peut se retourner contre vous. D'accord. Je prends un autre cas parce que les fabricants s'enfoncent dans la brèche. Pour eux, c'est une aubaine, ça, bien sûr. Oui. Obsolescence programmée, oui. Allez-y. Dans le bâtiment, c'est la même chose. Il y a des normes qui changent et c'est le fabricant qui impose donc sa loi, qui agit par derrière pour que les normes soient changées de manière à pouvoir vendre. Tout ce qui est électricité, par exemple, un fameux Legrand. Je vais prendre le cas aussi dans la sécurité. Là, on vient d'avoir une commission de sécurité, les pompiers qui sont arrivés. Moi, j'ai fait l'inifugation d'un local, entre autres un atelier. C'était aux normes, ça a été réceptionné par la commission de sécurité, c'était impeccable, ça résistait bien. Eh bien, il y a une nouvelle commission de sécurité qui est arrivée quelques années après. Eh bien, on change tout. Ouais. Voilà. Les normes changent. Les normes. Non, les normes ne changent pas. Mais alors pourquoi attendez, vous dites les normes. Il y a une partie de la norme. Pardon? Il y a une petite partie de la norme. Il y a une toute petite partie de la norme qui change. Ouais. Voilà. Et mais tout ça, c'est pour faire du consumérisme, de la consommation. D'accord. Eh oui. Alors, vous en pensez? Je réagis à ce que vient de dire cet auditeur. Il y a un triptyque qu'il faut avoir en tête. C'est pas dire que les normes sont pas forcément inutiles, évidemment. Non, et dans toute civilisation, il faut des normes. Voilà. Mais il faut des normes dans une démocratie qui soient évaluées, transparentes et représentatives. Pour moi, ces 3 axes, je les ressors de mes différents travaux de recherche. Évaluer. Effectivement, faut pas que ça surgisse comme ceci sans avoir été comme consciencieusement. Un lapin de la boîte. Voilà. Peut-être qu'on peut avoir un projet de norme qui s'est abandonné parce que l'évaluation de son impact montre son inefficacité ou son coût exorbitant. La transparence, ce qu'a dit monsieur, c'est vrai. Il peut y avoir des lobbies pro-normes, des lobbies anti-normes, peu importe. N'oubliez pas, les mouvements gilets jaunes, bonnets rouges, etc., sont nés de la découverte de normes qui s'imposent à vous, qui étaient surgies d'on ne sait où, en tout cas du journal officiel. Et qui répondent absolument pas à la vie des gens. Et qui tombent comme une épée de Damoclès sur les acteurs économiques ou sur les simples destinataires de normes. Et troisièmement, la représentativité des normes. Ça, c'est un sujet dont personne ne parle. Mais aujourd'hui... Représentativité. La représentativité, ça veut dire que on accepte d'autant plus facilement que des normes s'appliquent et s'imposent à vous, que finalement elles sont leur représentativité démocratique. Voilà, on est dans une démocratie, donc les normes sont faites en notre nom par nos représentants, à la condition qu'évidemment, bien sûr,
il fasse des choses qui soient représentatives de ce qu'on souhaite. Bien sûr. Alors je vous donne un exemple, vous en direz ce que vous voudrez, bien sûr. On a 103% d'augmentation des normes depuis 2002. C'est le chiffre que j'ai révélé grâce aujourd'hui ce matin à la publication des chiffres. 104%, voilà, bon, arrondissons. Et dans le même temps, la représentativité du Parlement législateur a baissé de 30%. Comment ? Prenez, et là aussi ce sont deux courbes qui sont inversées, mais c'est très intéressant, le nombre de majorités des suffrages exprimés au second tour des législatives. Depuis 2002, il ne cesse de s'effondrer. Et aujourd'hui, un chercheur, Paul Sébi, un chercheur en sondage, a démontré par un panorama de toute la représentativité des parlements européens en Europe, eh bien, nous sommes le dernier parlement en termes de représentativité. La majorité législative, la lanterne rouge en matière de représentativité. Voilà, il n'y a aucune polémique dans ce que je dis, c'est factuel. La majorité législative, donc celle qui, appuyant sur le bouton, fait des lois, a 12,5% des inscrits en représentativité. Or, moins on a une démocratie qui est représentative, plus elle produit des normes. Et c'est ça qui crée gilets jaunes, bonnets rouges, les salariés dans la rue contre la réforme. Les salariés dans la rue contre la réforme des retraites. Réforme de retraite, peu importe ce qu'on en pense, elle est adoptée avec 175 heures de débat et un 49-3. Quelle est sa représentativité pour qu'ensuite les salariés en acceptent qu'elles s'imposent à eux, normes contraignantes, comme on le rappelle tout à l'heure. Tout à fait. Et ça crée des mouvements sociaux. Absolument. Contraignantes, il faut surtout se rappeler de ça. Merci beaucoup Guy. On va à Montpellier avec Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. J'écoute ce débat et je suis un petit peu déçu qu'un chercheur tourne un peu autour du pot. Donc, je vais introduire une notion. Allez-y, ne tournez pas autour du pot, allez-y Pierre. Exactement. Et il y a deux types de dictatures. Les dictatures dures qui utilisent la matraque. Et puis les dictatures démocratiques qui utilisent les normes. Et ça, le Parlement le sait très bien. Et pour asseoir le discours, les démocraties utilisent la notion du bien, on doit aimer tout le monde, la notion de la peur, on va tous mourir avec le climat, et le mensonge, on a toujours fait ça. Donc ça serait intéressant quand même que ce chercheur fasse un livre qui explique cette notion de démocratie basé des dictatures qui sont basées sur les Pierre, démocraties. ce sera son second bouquin, mais il en parle très vite. C'est très vite, page 203 de mon livre. Effectivement, j'invoque Tocqueville et toute l'analyse qu'il a pu faire en 1831 sur la démocratie. Et j'aboutis effectivement à un concept. Je dis aujourd'hui, il faut dire non à la société de normalisation démocratique servile. Alors, allez lire mon livre, effectivement, j'en fais un élément de philosophie politique. C'est un outil. Il faut expliquer aux gens. Alors, il faut aller lire, évidemment. C'est dictature démocratique. Alors, je n'emploie pas le mot dictature démocratique. Et c'est trop intellectualisé, personne ne comprendra. Non, mais là, ça n'est pas. Lisez le livre, franchement. C'est en tous les cas. C'est pas trop intellectualisé. J'ai déjà communiqué avec le Parlement sur ce sujet. Ils sont tous bien au courant. Oui, mais c'est ce qui. Mais relisons Tocqueville et demandons à ce que nos députés effectivement relisent Tocqueville sur le despotisme, le risque de despotisme de toute démocratie. Effectivement, c'est un vrai problème. C'est un problème. Monsieur Bercoff, vous faites référence à De Gaulle, qui est le dernier moment où il y a une démocratie en France. Vous en faites référence en permanence et vous en avez donc conscience. Donc il faut, et vous le dites souvent aussi, il faut bien nommer les choses. Mais bien sûr. Ne pas nommer les choses, c'est ce qu'il y a de pire. Et on ne parle pas suffisamment des dictatures démocratiques. Si toutes les démocraties occidentales se comportent exactement de la même façon, c'est pas parce que tout le monde pense exactement la même chose. C'est parce que ceux qui dirigent ont tous le même objectif. Bien sûr, mais parce que ça leur convient aujourd'hui, et tout le problème, c'est le problème du référendum, on va en parler, mais je reviens simplement, je voudrais dire que... Le dernier référendum n'a pas été écouté. Bien sûr, on va pas reprendre la discussion, nous arrivons en fin d'émission, on reprendra cela, mais je voudrais vous dire que le livre de Christophe Héroche-Duval vous permet un livre, il est fait aussi pour prendre conscience pour un certain nombre de gens, et je vous assure qu'un certain nombre de gens ne prennent pas conscience de ce poids des normes, les chiffres qu'a donné
donné Christophe et Hoche Duval sont très importants, la représentativité, etc. Et c'est à nous de prendre conscience. Et puis, c'est à nous d'agir. Hein. Chacun aussi doit faire sa part, prendre sa part, comme disait Michel Rocard. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Et merci à Christophe et Hoche Duval pour son livre « L'inflation normative » paru chez Plomb. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Avec Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité, en vente exclusive sur aper-mode.com.